Ce soir-là, en poussant la porte de cette maison, j'ai compris qu'un cri peut briser plus qu'une vitre. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine mes propres pas. 9 ans, 9 années loin de ma fille, 9 années à Paris, à travailler comme infirmière de nuit dans un hôpital silencieux, à économiser chaque euro, à regarder son visage seulement à travers un écran. Je m'appelle Solène Etienne. J'ai 68 ans aujourd'hui, et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps. Tout a commencé un mardi de novembre. Il faisait froid, cette humidité qui traverse les manteaux et s'installe dans les os. J'avais décidé de rentrer sans prévenir. Une surprise, une belle surprise, je me disais dans le train. J'imaginais son sourire, ses bras autour de mon cou, comme quand elle était petite. Ariane avait épousé Julien 3 ans plus tôt. Un mariage élégant dans un château de la Loire. Sa belle-mère, Madame Beaumont, portait un tailleur Chanel et des perles qui brillaient comme des promesses. Tout semblait parfait. Trop parfait, peut-être. Mais ce jour-là, quand j'ai tourné la clé dans la serrure, oui, j'avais gardé ma clé, celle qu'Ariane m'avait donnée pour les urgences. J'ai entendu quelque chose qui m'a figé sur place. Un bruit, comme un frottement répété. Puis, une voix dure, coupante. « Plus vite! Tu crois que je te paie pour traîner ?» Je suis entré doucement. Le grand hall était sombre. L'odeur de cire et d'eau de Javel flottait dans l'air. Et là, au fond du couloir qui menait au salon, j'ai vu une silhouette agenouillée. Une femme, les cheveux attachés, le dos courbé, les mains rouges agrippées à une brosse. Elle frottait le carrelage avec des gestes saccadés, pressés, comme si sa vie en dépendait. Mon souffle s'est coupé. Cette femme, c'était Ariane, ma fille. Ma petite fille aux mains de pianiste, qui rêvait de devenir architecte, qui dessinait des maisons de verre et de lumière. Elle était là, à genoux, tremblante. Et puis, j'ai entendu les talons, des pas lents, mesurés, qui résonnaient sur le marbre. Madame Beaumont est apparue, impeccable dans son chemisier de soie ivoire, les bras croisés, le regard glacial. Elle s'est penchée légèrement, et j'ai entendu ces mots qui se sont plantés dans ma poitrine comme des éclats de verre. Cet imprestable ne sert qu'à nettoyer. Mon sang a gelé. Ariane n'a pas levé les yeux. Elle a juste continué à frotter, la tête baissée, les épaules rentrées, comme si elle n'existait plus, comme si elle s'était effacée. Je suis resté là, invisible dans l'ombre du couloir, le cœur brisé en 1000 morceaux. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne méritent pas notre estime. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai décidé dans ce silence terrible, a changé le destin de toute notre famille. Mais pour comprendre, il faut que je vous raconte comment nous en sommes arrivés là. Il y a des souvenirs qui sentent bon. Ceux-là, on les garde précieusement, comme des photographies qui ne jaunissent jamais. Ariane est née un matin de printemps, sous une pluie fine qui lavait les trottoirs de Lyon. Son père, Robert, était menuisier. Il avait des mains larges, calleuses, mais d'une douceur infinie quand il les posait sur son front pour vérifier si elle avait de la fièvre. Nous n'étions pas riches, non. Mais nous avions ce petit appartement au 3e étage, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où poussait un cerisier. Chaque printemps, les fleurs blanches tombaient comme de la neige, et Ariane courait pieds nus pour les ramasser. Elle en faisait des bouquets qu'elle posait sur la table de la cuisine, dans un vieux vase en céramique bleue que ma mère m'avait offert pour mon mariage. Robert est mort quand Ariane avait 12 ans. Une chute, un échafaudage mal fixé. En une seconde, notre vie a basculé. Mais je me suis relevée. J'ai pris 2 emplois. Infirmière le jour, femme de ménage le soir. Ariane ne devait manquer de rien. Surtout pas d'amour, surtout pas d'éducation. Elle était brillante, ma fille. Première de sa classe en mathématiques, elle dessinait des plans de maison sur des cahiers d'écolier avec des annotations précises, des mesures, des ombres portées. Elle voulait devenir architecte. Et moi, je voulais qu'elle le devienne. À 18 ans, elle a été acceptée à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris. Paris! Mon cœur s'est gonflé de fierté et s'est serré de peur en même temps. Mais je lui ai dit d'y aller, que je serais là, toujours. Elle a loué une petite chambre dans le 19e arrondissement. Je l'appelais tous les dimanches. Elle me racontait ses cours, ses projets, ses nuits blanches avant les rendus. Sa voix vibrait d'enthousiasme. Elle était vivante. Et puis un jour,
Elle m'a parlé de Julien. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Il est ingénieur. Il est différent, élégant, attentionné. J'ai souri au téléphone. Mon bébé était amoureuse. C'était normal. C'était beau. Julien Beaumont, fils unique, héritier d'une entreprise familiale de construction, diplômé de Centrale. Costume sur mesure, montre en or, sourire poli. Quand il est venu me rencontrer à Lyon, il m'a apporté des macarons de chez Ladurée et m'a serré la main avec respect. « Madame Étienne, c'est un honneur. Ariane parle beaucoup de vous. » Il avait l'air sincère, mais quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'arrivais pas à définir, glissait, comme une ombre qui passe trop vite pour qu'on la voie vraiment. Sa mère, Madame Beaumont, était une autre histoire. Je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un dîner officiel dans leur maison de Neuilly-sur-Seine. Une demeure imposante, avec un portail en fer forgé, un jardin parfaitement taillé, des lustres en cristal. Tout était calculé, tout était froid. Madame Beaumont m'a accueilli avec un sourire pincé. Elle portait une robe grise, des perles aux oreilles, et ses cheveux étaient cirés en chignon si serré que ça lui donnait un air perpétuellement tendu. « Madame Étienne, enchantée. Ariane nous a dit que vous étiez infirmière. » Le mot était sorti avec une légère hésitation, comme si elle cherchait un terme plus noble et n'en trouvait pas. « Oui, depuis 35 ans. » Quel dévouement. Mais son ton disait autre chose. Il disait « Quelle vie ordinaire ». Pendant le dîner, elle a parlé de son bridge, de ses œuvres de charité, de ses relations avec le gratin parisien. Elle n'a posé aucune question sur moi. Pas une seule. Comme si je n'étais qu'un détail gênant dans le tableau. Ariane, assise en face de moi, souriait poliment. Mais ses mains tremblaient légèrement quand elle a porté son verre d'eau à ses lèvres. Je l'ai remarqué. Une mère remarque toujours. Après le dîner, dans le hall, pendant que Julien allait chercher mon manteau, Madame Beaumont s'est approchée de moi. Elle a posé une main froide sur mon bras. « Madame Étienne, vous comprenez, j'espère, que notre famille a certaines attentes. Julien est notre seul fils. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour lui. » J'ai soutenu son regard. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille. » Elle a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr, nous voulons tous la même chose. Mais je savais déjà, au fond de moi, que cette femme ne voulait pas la même chose. Elle voulait contrôler, dominer, effacer. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Une cérémonie somptueuse. Ariane portait une robe en dentelle de Calais, un diadème discret dans ses cheveux relevés. Elle était magnifique, mais quand je l'ai prise dans mes bras avant qu'elle entre dans l'église, j'ai senti quelque chose, une rigidité, une tension dans ses épaules. « Maman, tu es sûre que je fais le bon choix ?» J'ai reculé pour la regarder. Ses yeux étaient humides. « Ma chérie, tu l'aimes ?» Elle a hoché la tête, mais c'était un hochement lent, hésitant. « Alors oui, tu fais le bon choix. » Je lui ai menti. Ou peut-être que je voulais tellement y croire que je me suis menti à moi-même. Après le mariage, Ariane et Julien se sont installés dans la grande maison familiale, à Neuilly. Madame Beaumont vivait avec eux. « C'est provisoire », m'avait dit Ariane. « Le temps qu'on trouve notre propre appartement. » Mais les mois ont passé, et l'appartement n'est jamais venu. Au début, Ariane m'appelait encore, tous les dimanches, puis tous les 15 jours, puis une fois par mois. Sa voix changeait. Elle était plus basse, plus fatiguée, plus éteinte. « Ça va, maman, tout va bien. Madame Beaumont a juste beaucoup d'exigences, mais c'est normal. C'est sa maison. Et tes études, ma chérie? Tu continues ?» Un silence. « Non, j'ai arrêté. Julien pense que ce n'est pas nécessaire, que je devrais me concentrer sur la maison, sur notre future famille. » Mon cœur s'est serré. « Ariane, ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien. Je te rappelle bientôt. » Et puis, il y a eu cette offre. Une offre que je n'ai pas refusée parce que je pensais bien faire. Un poste d'infirmière de nuit dans un hôpital privé à Paris. Un salaire bien meilleur. Une opportunité de me rapprocher d'Ariane. Mais l'hôpital était en réalité en banlieue nord, loin de Neuilly. Et mes horaires étaient tellement décalés que je ne pouvais la voir que rarement. Ariane m'encourageait. « Vas-y, maman. C'est une chance. Je vais bien. Promis. » J'y suis allée. Et pendant 9 ans, j'ai travaillé. Nuit après nuit. Couloir après couloir. Corps malade. Âme fatiguée. J'économisais chaque euro. Pourquoi? Je ne savais pas encore.
Mais quelque chose en moi disait « Prépare-toi ». Les appels d'Ariane se sont encore espacés. Quand elle répondait, elle parlait peu. Toujours pressée, toujours surveillée, me semblait-il. Comme si quelqu'un écoutait. « Ariane, viens me voir. Sortons ensemble. Juste toi et moi. »« Je ne peux pas, maman. Madame Beaumont a besoin de moi. Elle organise un dîner. Je dois l'aider. Et Julien? Il travaille beaucoup. » Sa voix était devenue celle d'une étrangère. Et moi, lâche, j'ai laissé faire. Parce que je pensais qu'elle était heureuse. Parce que je pensais que c'était son choix. Parce que je pensais que l'amour suffirait. Mais ce mardi de novembre, quand j'ai décidé de rentrer sans prévenir, quand j'ai poussé cette porte, quand j'ai vu ma fille à genoux, j'ai compris que l'amour ne suffit jamais quand il est seul face à la cruauté. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Ça me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule à me souvenir. Ce que j'ignorais encore, ce jour-là, c'est que derrière les murs de cette maison parfaite se cachait un mensonge bien plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Je suis restée figée dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mes jambes ne répondaient plus. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Madame Beaumont s'est éloignée, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de fouet. Elle a disparu dans une pièce au fond du couloir, et j'ai entendu une porte se fermer. Sèchement. Ariane était toujours là, à genoux, la brosse dans une main, un chiffon dans l'autre. Elle frottait le même carré de carrelage encore et encore, comme une machine qui ne sait plus s'arrêter. J'ai fait un pas, un seul. Le parquet a craqué sous mon pied. Elle a sursauté. Son visage s'est relevé brusquement, et nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, une fraction de seconde, j'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. De la surprise, de la peur, et puis de la honte. Une honte si profonde que j'ai senti mon cœur se déchirer. Maman, sa voix était un murmure, un souffle, comme si elle n'avait plus le droit de parler à voix haute. Elle s'est relevée précipitamment, le chiffon encore dans la main, et elle a essayé de sourire. Un sourire qui tremblait, un sourire qui mentait. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'avais pas dit que tu venais... » Je me suis avancée vers elle. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Elles étaient osseuses, maigres. Quand l'avait-elle perdu tout ce poids? « Ariane, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle a détourné les yeux. « Rien, maman. Tout va bien. Je faisais juste un peu de ménage. Madame Beaumont aime que tout soit impeccable. Tu sais comment elle est. Je t'ai vue, Ariane. Je t'ai entendue. » Son sourire s'est effondré. Ses lèvres ont tremblé. Elle a baissé la tête, et j'ai vu une larme couler sur sa joue. Une seule, qu'elle a essuyée rapidement, comme si pleurer était interdit. « S'il te plaît, maman, ne dis rien. Pas maintenant. »« Pas maintenant ? Ariane, regarde-toi. Tu es épuisée, tu as maigri. Et cette femme te traite comme une domestique. » La voix venait de derrière moi. Je me suis retournée. Julien était là, dans l'encadrement de la porte d'entrée. Il portait un costume gris anthracite, une cravate bleu nuit, une mallette en cuir à la main. Il avait l'air fatigué, ou peut-être juste ennuyé. « Bonsoir, Solène. » Il ne m'appelait plus Madame Étienne depuis longtemps. Ça aussi, c'était un détail qui glissait. Un petit mépris déguisé en familiarité. Julien. Il est entré, a posé sa mallette sur le guéridon de l'entrée, et a regardé Ariane avec une sorte de lassitude résignée. « Ariane, tu n'as pas fini le salon? Ma mère va être furieuse. » Ariane a tressailli, comme si on venait de la gifler. « J'ai eu un peu de retard. Je termine tout de suite. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux suppliants. « Maman, je vais te préparer du thé. Installe-toi dans la véranda. Je te rejoins dans 5 minutes. Promis. » Et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle s'est éclipsée, le chiffon toujours dans la main, les épaules rentrées, le dos courbé. Je suis restée seule avec Julien. Il a desserré sa cravate, s'est passé une main dans les cheveux et m'a regardée avec un petit sourire poli, celui qu'on réserve aux invités qu'on n'a pas vraiment envie de voir. « Vous auriez dû prévenir. Ariane aurait préparé quelque chose. Je voulais lui faire une surprise. Eh bien, c'est réussi. » Il y avait une ironie dans son ton, une froideur. « Julien, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Ariane fait-elle le ménage comme une employée ?» Il a soupiré, comme si ma question était stupide ou déplacée. « Ariane aide ma mère. C'est normal. Nous vivons sous son toit. Elle a ses exigences. » « Ses exigences? Julien, je viens de voir ta mère humilier ma fille. »
Humilié? Il a levé un sourcil. Ma mère a un tempérament fort, c'est vrai, mais elle ne fait que demander à Ariane de participer à la vie de la maison. Ce n'est pas scandaleux. Participer? Elle était à genoux, Julien. À genoux. C'est temporaire, Solène. Dès que l'entreprise ira mieux, nous prendrons notre propre maison. L'entreprise? Il a détourné les yeux. Une fraction de seconde. Mais j'ai vu ce que cache un homme qui ment. Oui, nous traversons une période compliquée, mais ça va se résoudre. Compliqué comment? Ce ne sont pas vos affaires, Solène. Le ton était sec, définitif. Il a pris sa mallette et s'est dirigé vers l'escalier. Restez pour le thé si vous voulez. Mais ne bouleversez pas Ariane. Elle est fragile en ce moment. Et il est monté, sans se retourner. Je suis allé dans la véranda. Une pièce magnifique, avec de grandes baies vitrées qui donnèrent sur le jardin. Des fauteuils en rotin blanc, des coussins brodés, des plantes vertes impeccablement taillées. Tout était beau, tout était mort. Ariane est arrivée 10 minutes plus tard, avec un plateau en argent, une théière en porcelaine, 2 tasses, des petits sablés disposés sur une assiette. Ses mains tremblaient en versant le thé. Voilà, maman, comme tu l'aimes. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes sur ses genoux, le dos raide, comme une invitée dans sa propre maison. Ariane, parle-moi. De quoi, maman? De toi, de ce qui se passe vraiment ici. Elle a regardé par la fenêtre. Le jardin était plongé dans la pénombre. Les arbres ressemblaient à des ombres. Il ne se passe rien. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Maman, regarde-toi, Ariane. Tu as perdu combien? 10 kilos? 15? Tu as des cernes sous les yeux. Tes mains tremblent. Et cette femme, ne parle pas d'elle comme ça. Sa voix était montée. Juste un peu. Juste assez pour que je comprenne qu'elle avait peur. Pourquoi tu la défends? Parce que c'est ma belle-mère. Parce que je vis chez elle. Parce que... Elle s'est arrêtée, a avalé sa salive, a baissé les yeux. Parce que je n'ai pas le choix. Ces mots sont tombés comme des pierres dans un puits. Lourds, définitifs. Comment ça, tu n'as pas le choix? Elle a secoué la tête. Laisse tomber, maman. S'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Ariane, non. Elle s'est levée brusquement. La tasse a tremblé dans sa main. Elle l'a reposée sur le plateau avec un cliquetis sec. Je suis fatiguée. Tu devrais rentrer. Il se fait tard. Je viens d'arriver. Et tu as vu ce que tu voulais voir, non? Il y avait de l'amertume dans sa voix, et de la colère, mais pas contre moi, contre elle-même. Ma chérie, reste avec moi ce soir. Viens dormir chez moi, juste une nuit, pour qu'on parle. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Madame Beaumont attend son dîner à 20h. Et si je ne suis pas là? Et alors? Elle m'a regardé. Ses yeux étaient vides, comme si on avait éteint une lumière à l'intérieur. Alors elle se met en colère. Et quand elle se met en colère, elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis levée. J'ai pris ses mains dans les miennes. Elles étaient glacées, rugueuses, des mains qui avaient trop frotté, trop nettoyé, trop servi. Ariane, écoute-moi bien, tu n'es pas prisonnière. Tu peux partir. Partir? Et aller où? Avec quel argent? Chez moi, je t'accueillerai. Toujours. Elle a retiré ses mains doucement, tristement. Tu ne comprends pas, maman. C'est plus compliqué que ça. Alors explique-moi. Elle a secoué la tête. Pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. Je l'ai laissée partir, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce que j'avais peur de la brusquer, parce que je croyais encore qu'elle finirait par m'appeler, par me dire la vérité. Mais en sortant de cette maison, en refermant cette lourde porte en chêne massif derrière moi, j'ai compris quelque chose. Ma fille était en train de disparaître, petit à petit, jour après jour. Et si je ne faisais rien, un jour, il ne resterait plus rien d'elle, juste une ombre qui frottait des sols en silence. Je me demande encore si j'aurais dû insister ce soir-là, si j'aurais dû la forcer à partir, mais peut-être que certaines vérités ont besoin de temps pour être dites. Peut-être qu'il fallait que je voie d'abord ce qui se cachait vraiment derrière ces murs. Ce que j'ignorais, c'est qu'en rentrant chez moi cette nuit-là, j'avais déjà pris une décision qui allait tout changer. Les jours qui ont suivi cette visite ont été les plus longs de ma vie. Je rentrais de mes gardes de nuit, épuisée, le corps lourd, mais l'esprit ne me laissait aucun répit. Je revoyais sans cesse le visage d'Ariane, ses mains rouges, ses épaules rentrées, cette honte dans ses yeux. J'ai essayé de l'appeler, 3 fois, 4 fois, 10 fois.
Elle ne répondait jamais. Ou alors, elle répondait en chuchotant, comme si quelqu'un écoutait. « Maman, je ne peux pas parler maintenant, je te rappelle. » Mais elle ne rappelait jamais. Alors j'ai décidé d'y retourner, sans prévenir. Encore une fois, c'était un samedi matin. Le ciel était gris, lourd de pluie. J'ai pris le métro jusqu'à Neuilly, puis j'ai marché dans les rues bordées d'arbres, ces rues où chaque maison ressemble à un château miniature, où tout est propre, ordonné, silencieux. Trop silencieux. Quand je suis arrivé devant la maison des Beaumont, j'ai hésité. Ma main s'est posée sur le portail en fer forgé, et j'ai senti mon cœur battre trop fort. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas cette fois. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné à nouveau. Puis j'ai entendu des pas. Lents. Traînants. La porte s'est entr'ouverte et Ariane est apparue. Mon Dieu. Elle avait l'air encore plus fatiguée que la dernière fois. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment, des mèches s'échappaient de son chignon. Elle portait un tablier gris par-dessus un vieux pull informe. Ses mains étaient rouges, gercées. Maman, sa voix était éteinte, comme si elle n'avait plus la force d'être surprise. Ariane, laisse-moi entrer. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis a ouvert la porte un peu plus, juste assez pour que je puisse me glisser à l'intérieur. Elle est sortie, Madame Beaumont. Elle est chez sa couturière. Elle ne reviendra pas avant 2 heures. Et Julien? Au bureau. Comme toujours. Nous sommes allés dans la cuisine. Une immense cuisine avec des meubles laqués blancs, un îlot central en marbre, des casseroles en cuivre suspendues au plafond. Tout brillait. Tout était impeccable. Mais sur la table, il y avait un tas de légumes à éplucher, une pile d'assiettes à laver, un panier de linge à repasser. Ariane s'est assise lourdement sur une chaise. Elle a posé ses mains sur la table et j'ai vu qu'elle tremblait. « Tu veux un café ?»« Non, ma chérie. Je veux que tu me parles. » Elle a regardé ses mains, comme si elle les voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman ?»« La vérité. » Elle a ri. Un rire sans joie, presque un sanglot. « La vérité ?» Elle a fermé les yeux, a pris une longue inspiration. « La vérité, c'est que j'ai été idiote. » Idiote? Oui, idiote de croire que l'amour suffisait. Idiote de penser que Julien me protégerait. Idiote d'imaginer que je pourrais être acceptée dans cette famille. Acceptée? Mais tu es sa femme. Je suis... Une erreur. Le mot est tombé comme une condamnation. Une erreur? Elle a ouvert les yeux. Ils étaient rouges, gonflés. C'est ce qu'elle m'a dit, Madame Beaumont, le lendemain de mon mariage. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Ariane a détourné le regard, comme si raconter ces mots lui faisait mal physiquement. Elle m'a fait venir dans son bureau. C'était le matin. Julien était parti travailler. Nous étions rentrés de notre voyage de noces la veille. J'étais encore heureuse, naïve. Elle a marqué une pause. Ses doigts se sont crispés sur le bord de la table. Elle m'a demandé de m'asseoir. Elle est restée debout, comme une juge. Et elle m'a dit « Ariane, il faut que nous ayons une conversation franche. Julien vous a épousée par amour. C'est touchant. Mais l'amour ne suffit pas dans une famille comme la nôtre. Vous venez d'un milieu modeste. Vous n'avez pas les codes. Vous ne savez pas comment on se comporte dans notre monde. Alors je vais vous apprendre. » Ariane s'est arrêtée. Sa voix tremblait. Au début, je me suis dit qu'elle voulait m'aider, qu'elle voulait que je m'intègre. Alors j'ai écouté. J'ai obéi. Obéi à quoi? À tout. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger d'un froid invisible. Elle m'a dit comment m'habiller, quelle couleur porter, quels bijoux mettre. Elle m'a interdit de rire trop fort, de parler de mon passé, de mentionner que tu étais infirmière. Mon cœur s'est serré. Elle m'a dit que je devais apprendre à tenir une maison, que c'était le rôle d'une épouse, que mes études ne servaient à rien maintenant que j'étais mariée. Et Julien? Il n'a rien dit? Elle a secoué la tête. Julien? Julien était d'accord. Il disait que sa mère avait raison, que je devais m'adapter, que c'était temporaire, que dès qu'on aurait notre propre maison, tout changerait. Et tu l'as cru? Oui. Sa voix s'est brisée. J'ai tout arrêté, mes études, mes amis, mes projets. Je me suis dit que c'était un sacrifice, que c'était ça, l'amour, se sacrifier pour l'autre. Elle s'est retournée vers moi. Ses joues étaient mouillées de larmes. Mais ce n'était pas de l'amour, maman. C'était de l'effacement. Je me suis levée. Je l'ai prise dans mes bras.
Elle s'est effondrée contre moi et j'ai senti son corps secoué de sanglots silencieux. Ma chérie, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir abandonné tout ce que tu avais sacrifié pour moi. Honte d'avoir échoué. Tu n'as pas échoué. Si. Elle s'est écartée, a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Les mois ont passé. Madame Beaumont est devenue de plus en plus exigeante. D'abord, c'était juste des petites choses. Refaire mon lit, nettoyer la cuisine après le petit déjeuner. Puis c'est devenu plus. Laver ses vêtements à la main, repasser ses draps, préparer ses repas, servir à table. Mais Ariane, vous aviez une femme de ménage, je me souviens. Elle l'a renvoyée. Elle a dit que c'était inutile de payer quelqu'un alors que j'étais là. Et Julien? Elle a ri. Ce rire amer, brisé. Julien ne voit rien. Ou il ne veut rien voir. Il part le matin. Il rentre le soir. Il mange. Il monte se coucher. Parfois, il ne me parle même pas. Il ne te parle pas? Non. Il est ailleurs. Toujours stressé. Toujours au téléphone. Toujours avec des dossiers. À cause de l'entreprise? Elle a hésité. Oui, l'entreprise. Il y avait quelque chose dans son ton. Une hésitation. Une fêlure. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'entreprise, Ariane? Je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'il y a des problèmes. J'entends des conversations. Derrière les portes. Des mots comme créancier, saisie, faillite. Mon cœur a fait un bond. Faillite? Je ne suis pas sûre. Mais Madame Beaumont est de plus en plus nerveuse. Elle crie plus souvent. Elle me fait refaire des tâches 10 fois. Hier, j'ai passé la matinée à nettoyer l'argenterie parce qu'elle trouvait qu'il restait des traces. Ariane. Et ce matin, elle s'est arrêtée. Ses lèvres ont tremblé. Ce matin, quoi? Ce matin, elle m'a giflé. Le monde s'est arrêté. Elle t'a... Quoi? Ariane a posé une main sur sa joue, comme si elle sentait encore la brûlure. J'avais cassé une tasse. Une tasse en porcelaine de Limoges. Elle faisait partie d'un service ancien. Je l'ai fait tomber en la rangeant. Elle s'est brisée en 3 morceaux. Et elle t'a frappé? Elle a dit que j'étais une incapable, que je ne faisais que détruire ce qui avait de la valeur, que j'étais une charge, une honte. Je tremblais de rage. Et Julien? Où était Julien? Dans son bureau. Il a entendu, mais il n'est pas sorti. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Ça me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule à porter cette colère. Je me suis assise. J'avais besoin de m'asseoir avant de tomber. Ariane, prends tes affaires. On part. Maintenant. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien, maman. Pas d'argent, pas de travail, pas de diplôme. J'ai tout abandonné. Et si je pars? Si tu pars, quoi? Si je pars, Julien ne me pardonnera jamais. Et Madame Beaumont, elle fera en sorte que je ne puisse plus jamais revenir. Elle a des relations. Elle peut me détruire. Elle t'a déjà détruite, Ariane. Elle a baissé la tête. Je sais. Nous sommes restées silencieuses un long moment. La pluie a commencé à tomber dehors. De grosses gouttes qui cognaient contre les vitres. Maman, je sais ce que tu penses. Que je suis faible. Que je devrais partir. Mais ce n'est pas si simple. J'ai peur. J'ai peur de recommencer à zéro. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien. Elle a hoché la tête. Oui, je me suis levée. Je l'ai prise par les épaules. Je l'ai forcée à me regarder. Écoute-moi bien. Tu n'as rien fait pour rien. Tu as aimé, tu as cru, tu as essayé. Mais maintenant, il faut que tu te sauves. Je ne sais pas comment. Alors laisse-moi t'aider. Elle a secoué la tête. Non, pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? À ce que je veux vraiment. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais j'ai compris. Elle n'était pas prête, pas encore, parce que partir, c'est admettre qu'on a perdu. Et Ariane n'était pas prête à admettre ça. Alors, je l'ai serrée dans mes bras une dernière fois. Et je suis partie. Mais en marchant dans la rue, sous la pluie froide qui me trempait jusqu'aux os, j'ai pris une décision. Si ma fille n'avait pas la force de se sauver elle-même, alors je la sauverais. Peu importe comment, peu importe le prix. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis allée voir un notaire et j'ai posé une seule question. Comment peut-on racheter une maison qui n'est pas à vendre? Le notaire s'appelait Maître Renaud. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, lunettes fines, costume 3 pièces impeccable. Son cabinet se trouvait dans le 7e arrondissement, dans un immeuble haussmannien avec des moulures au plafond
et un parquet qui craquait sous les pas. Il m'a reçu dans son bureau, une pièce au mur tapissée de livres de droit reliés en cuir. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en velours grenat et m'a regardé avec une curiosité polie. « Madame Étienne, vous m'avez dit au téléphone que vous souhaitiez des renseignements sur une acquisition immobilière particulière. Oui, je vous écoute. » J'ai pris une longue inspiration. Ma fille vit dans une maison à Neuilly-sur-Seine. Cette maison appartient à sa belle-mère. Je voudrais savoir s'il est possible de racheter cette maison, même si elle n'est pas officiellement à vendre. Maître Renaud a arqué un sourcil. « Tout est toujours à vendre, Madame Étienne. C'est juste une question de prix. Alors comment fait-on ? Eh bien, d'abord, il faudrait connaître la situation exacte de cette propriété. Savoir si elle est libre de toute hypothèque, si des créanciers ont des droits dessus, si elle fait l'objet de procédures judiciaires. Comment peut-on savoir ça ? En consultant le fichier immobilier. C'est public. Avec l'adresse exacte, je peux obtenir ces informations en quelques jours. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Vous pourriez faire ça ? » ?»« Bien sûr. Mais Madame Étienne, il s'est penché légèrement en avant. « Puis-je vous demander pourquoi vous souhaitez racheter cette maison en particulier ?» J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité, ou du moins une partie, parce que ma fille y est malheureuse, et parce que je crois que sa belle-mère n'a pas les moyens de la garder. Il a hoché la tête lentement. « Je vois. » Il a ouvert un tiroir, en a sorti un formulaire. « Donnez-moi l'adresse. Je lance les recherches. Cela prendra entre 3 et 5 jours ouvrés. » Je lui ai donné l'adresse. Il a noté soigneusement, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Et si cette maison est effectivement en difficulté, si des créanciers sont sur le point de la saisir, vous auriez les moyens de l'acheter ?» J'ai pensé à mes économies. 9 ans de travail de nuit. 9 ans sans vacances, sans sortie, sans dépenses inutiles. Chaque euro mis de côté. Pourquoi ? Je ne savais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je savais. J'ai 90 000 euros. 90 000 ? Il a froncé les sourcils. C'est une somme honnête, Madame Étienne. Mais une propriété à Neuilly-sur-Seine, selon sa taille, peut valoir entre 500 000 et 2 millions d'euros. Mon cœur s'est serré. Alors, je ne pourrai jamais... Attendez. Il a levé une main. Si cette maison est saisie par des créanciers, elle sera vendue aux enchères. Et dans une vente aux enchères, les prix sont souvent bien en dessous de la valeur du marché. Surtout si les créanciers veulent récupérer leur argent rapidement. Vous voulez dire, je veux dire qu'avec 90 000 euros, vous ne pourriez pas acheter une maison à Neuilly dans des conditions normales. Mais si cette maison est en procédure de saisie, c'est une autre histoire. Un espoir fragile s'est allumé en moi. Alors faites ces recherches, s'il vous plaît. Je m'en occupe dès demain matin. Je suis sortie de ce cabinet avec un sentiment étrange. Un mélange d'espoir et de culpabilité. Espoir de pouvoir sauver ma fille. Culpabilité de profiter des malheurs financiers d'une famille. Mais en repensant à Ariane à genoux, à sa joue giflée, à ses mains gercées, cette culpabilité s'est évanouie. Les jours suivants ont été une torture. J'allais travailler. Je rentrais. Je dormais à peine. J'attendais l'appel de Maître Renaud. Le 3e jour, mon téléphone a sonné. « Madame Étienne ?» Maître Renaud à l'appareil. « J'ai les résultats de mes recherches. Pourriez-vous passer à mon cabinet cet après-midi ? » J'y serai dans 1 heure. J'ai pris le métro, le cœur battant. Quand je suis arrivée, il m'attendait, un dossier ouvert devant lui. « Asseyez-vous, Madame Étienne. » Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Alors, il a ajusté ses lunettes et a parcouru les documents devant lui. La situation est intéressante. Intéressante comment ? La maison en question appartient effectivement à Madame Colette Beaumont. Elle l'a achetée en 1983 avec son défunt mari. Et depuis 2 ans, cette propriété fait l'objet de plusieurs hypothèques. Des prêts ont été contractés en utilisant la maison comme garantie. Mon cœur s'est accéléré. Combien ? Au total, environ 300 000 euros. 300 000 ? Oui. Et d'après les informations que j'ai pu obtenir, ces prêts n'ont pas été remboursés depuis plusieurs mois. Des procédures de recouvrement ont été lancées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maison est en voie de saisie. Si Madame Beaumont ne régularise pas sa situation dans les prochains mois, la propriété sera vendue aux enchères pour rembourser les créanciers. Je suis restée silencieuse. Tout tournait dans ma tête. Et l'entreprise ? L'entreprise de construction de son fils ? Maître Renaud a tourné une page. J'ai également fait des recherches sur l'entreprise Beaumont & Fils. Elle est enregistrée au registre du commerce.
Julien Beaumont en est le gérant depuis 5 ans. Et elle est en redressement judiciaire depuis 8 mois. Mon sang s'est glacé. Redressement judiciaire? Oui, ça signifie que l'entreprise est en grande difficulté financière. Elle a des dettes importantes et ne peut plus les honorer. Un administrateur judiciaire a été nommé pour tenter de la sauver. Mais si aucune solution n'est trouvée, elle sera liquidée. Liquidée, vendue, démantelée. Je me suis enfoncé dans le fauteuil. Donc, la famille Beaumont, ils n'ont plus rien? Maître Renaud m'a regardé avec une sorte de compassion professionnelle. Ils ont l'apparence, les meubles, les tableaux. Mais en termes d'actifs réels, non. Ils sont endettés jusqu'au cou. Et personne ne le sait? Oh, les créanciers le savent. Les banques le savent. Mais socialement, non. Ces familles-là gardent les apparences jusqu'au bout. Je pensais à Ariane, à sa vie dans cette maison, à son sacrifice, à tout ce qu'elle avait abandonné pour une famille qui n'existait plus que sur le papier. Madame Étienne, Maître Renaud s'est éclairci la gorge. Si vous voulez vraiment racheter cette maison, je vous conseille d'attendre la vente aux enchères. Mais je dois vous prévenir, vous ne serez probablement pas la seule intéressée. Combien pensez-vous qu'elle pourrait être vendue? Il a réfléchi. Dans une vente aux enchères forcée, avec le contexte actuel, je dirais entre 150 et 250 000 euros. Mon cœur a fait un bond. Vous pourriez, si vous êtes prête à monter jusqu'à votre maximum. Je le suis. Il a hoché la tête. Alors je vais surveiller les annonces. Dès que la date de la vente sera fixée, je vous préviendrai. Et l'entreprise? On peut aussi racheter l'entreprise? Il a souri légèrement. Techniquement, oui. Mais une entreprise en redressement judiciaire, c'est plus complexe. Il faut présenter un plan de reprise, prouver qu'on a les moyens de redresser la situation. Et là, avec vos 90 000 euros, ce ne sera pas suffisant. Probablement pas, mais il a marqué une pause. Mais si personne d'autre ne se présente, si les créanciers préfèrent accepter une offre modeste plutôt que de tout perdre, alors oui, c'est possible. Faites-le. Surveillez aussi l'entreprise. Vous êtes sûre? Certaine. Je suis sortie de son cabinet avec un plan. Un plan fou, mais un plan. Les semaines ont passé. J'ai continué à travailler. J'ai continué à appeler Ariane. Parfois, elle répondait. Parfois non. Quand elle répondait, elle disait toujours la même chose. « Ça va, maman? Ne t'inquiète pas. » Mais sa voix était de plus en plus faible, de plus en plus absente. Un soir, alors que je rentrais de ma garde, j'ai décidé de repasser devant la maison. Juste pour voir, juste pour sentir que je faisais quelque chose. Il était tard, minuit passé. Les rues étaient désertes. J'ai marché lentement jusqu'à la grille. Les lumières étaient éteintes, sauf une, au premier étage, une fenêtre éclairée. Et dans cette fenêtre, j'ai vu une silhouette, une femme, debout, immobile, Ariane. Elle regardait dehors, vers la rue, vers nulle part. J'ai failli l'appeler, lever la main, crier son nom. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai compris quelque chose. Elle attendait. Elle attendait que quelqu'un vienne la sauver, parce qu'elle ne pouvait pas se sauver elle-même. Et cette personne, ça allait être moi. 2 mois plus tard, j'ai reçu l'appel de Maître Renaud. Madame Étienne. La date de la vente aux enchères a été fixée, dans 3 semaines. Pour la maison? Pour la maison et pour l'entreprise. Tout sera vendu le même jour. Je serai là. Madame Étienne. Sa voix était grave. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? Une fois que vous aurez mis votre argent, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis sûre. Alors préparez-vous. Ce genre de vente, c'est souvent brutal, impitoyable. Tant mieux. Parce qu'après tout ce que ma fille avait enduré, j'étais prête à être impitoyable moi aussi. Je me demande encore si j'aurais dû agir autrement. Si j'aurais dû confronter Madame Beaumont, ou Julien, ou simplement forcer Ariane à partir. Mais peut-être que certaines batailles doivent se mener en silence, dans l'ombre, avec patience. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Ce que j'ignorais encore, c'est que le jour de cette vente allait changer bien plus que la propriété d'une maison. Il allait révéler la vérité, toute la vérité. Le jour de la vente aux enchères est arrivé comme un orage qu'on voit venir de loin, mais qui vous surprend quand même. C'était un jeudi matin. Le ciel était bas, gris, chargé de cette humidité qui colle à la peau. J'avais pris ma journée. J'avais mis ma robe noire, celle que je portais pour les occasions importantes. Mes mains tremblaient en boutonnant mon manteau.
Maître Renaud m'avait donné rendez-vous devant le palais de justice à 9 heures. La vente avait lieu dans une salle du tribunal de grande instance de Nanterre. Quand je suis arrivé, il m'attendait sur les marches avec sa mallette en cuir et son air sérieux. « Madame Étienne, vous êtes prête ? Aussi prête que possible. Bien. Écoutez-moi attentivement. Dans ce genre de vente, il faut rester calme. Ne montrez aucune émotion. Ne réagissez pas aux enchères des autres. Attendez le dernier moment pour surenchérir. Et surtout, ne dépassez pas votre budget. Compris. Vous avez l'argent ? J'ai le chèque de banque. 90 000 €. Il a hoché la tête. Alors allons-y. Nous sommes entrés dans le palais. Des couloirs froids, des murs beiges, des néons qui grésillaient, des gens marchaient vite, des dossiers sous le bras, des visages tendus. La salle d'audience était petite. Une trentaine de chaises disposées en rangées. Une estrade avec un bureau pour le commissaire-priseur. Quelques personnes étaient déjà installées. Des hommes en costume, des femmes avec des tablettes, des professionnels de l'immobilier, probablement. Je me suis assise au fond. Maître Renaud s'est installé à côté de moi. Restez discrète. Ne parlez à personne. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. À 9 heures précises, le commissaire-priseur est entré. Un homme d'une 50aine d'années, chauve, avec des lunettes rondes et une voix forte. « Mesdames, messieurs, bonjour. Nous procédons ce matin à la vente aux enchères de plusieurs biens saisis par décision de justice. Je vous rappelle les règles. Les enchères sont fermes et définitives. Le paiement doit être effectué dans les 48 heures. Aucun retour en arrière n'est possible. » Il a ouvert un dossier. Nous commençons par le lot numéro 1. Maison individuelle située au 23 avenue Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine. Surface habitable, 230 mètres carrés. Jardin de 150 mètres carrés. Garage double. État général. Bon. Mise à prix, 150 000 €. Mon sang s'est glacé. C'était la maison. La maison où Ariane vivait. La maison où elle avait souffert. Qui démarre à 150 000 ? Un homme au premier rang a levé la main. 150 000. 155 000. Une femme sur le côté. 155 000. 160 000. L'homme à nouveau. 160 000. Mon cœur battait de plus en plus fort. Maître Renaud a posé une main sur mon bras. « Attendez. Les enchères sont montées. 165, 170, 175. Puis, ça s'est calmé. Plus personne ne parlait. 175 000 une fois, 175 000 deux fois. Maître Renaud m'a fait un signe de la tête. 80 000. J'ai levé la main. 80 000. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Le commissaire-priseur a froncé les sourcils. « Madame, vous enchérissez ou vous proposez une nouvelle mise à prix ? Je propose 90 000 €. Un murmure a parcouru la salle. « Madame, les enchères sont à 175 000. Vous ne pouvez pas. » Maître Renaud s'est levé. « Maître, ma cliente souhaite faire une offre directe au créancier. Nous savons que la dette totale s'élève à 300 000 €. Nous proposons 90 000 € comptant à verser dans les 24 heures. » Le commissaire-priseur a regardé ses papiers, puis nous. Je dois suspendre la séance, le temps de consulter les créanciers. Il est sorti. Nous sommes restés là, dans un silence pesant. Les autres acheteurs me regardaient avec un mélange de curiosité et d'agacement. 15 minutes plus tard, le commissaire-priseur est revenu. Les créanciers acceptent de considérer l'offre. Mais uniquement si personne ne surenchérit au-delà de 180 000 €. Il a regardé la salle. Quelqu'un souhaite surenchérir ? L'homme du premier rang a secoué la tête. La femme aussi. Les autres sont restés silencieux. Très bien. Dans ce cas, il a regardé vers la porte. J'informe la salle que la propriétaire actuelle, Madame Colette Beaumont, est présente et souhaite s'exprimer. Mon sang s'est figé. La porte s'est ouverte et Madame Beaumont est entrée. Elle portait un tailleur beige, des perles aux oreilles, un sac Hermès au bras. Elle avait l'air parfaitement composée. Mais ses yeux trahissaient une rage froide. Derrière elle, Julien, le visage fermé, les mâchoires serrées, et derrière lui, Ariane. Mon cœur s'est arrêté. Elle était pâle, ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle portait une robe grise trop grande pour elle. Elle me cherchait des yeux. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la surprise, de l'incompréhension, et puis de l'espoir. Madame Beaumont s'est avancée jusqu'au centre de la salle. Elle s'est tournée vers moi. « Madame Étienne », sa voix était glaciale. « Madame Beaumont, ainsi, c'est vous.
C'est moi. Elle a souri. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Vous pensez vraiment pouvoir racheter ma maison? Avec vos petites économies d'infirmière? Je ne pense pas. Je le fais. Elle a ri. Un rire sec, coupant. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Cette maison a une histoire, une valeur. Vous n'êtes pas quoi? Pas assez bien, pas assez riche, pas de votre monde. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à elle. Nous étions face à face. Elle était plus grande que moi, mais à cet instant, je me sentais immense. Vous avez raison, je ne suis pas de votre monde de façade, de mensonges, de dettes cachées derrière des perles et des tailleurs. Son visage s'est durci. Comment osez-vous? Comment j'ose? Ma voix est montée. Je ne la contrôlais plus. Comment j'ose? Après ce que vous avez fait à ma fille, après l'avoir humiliée, réduite en esclavage, giflée, un silence de mort est tombé sur la salle. Ariane avait les yeux écarquillés. Julien s'était raidi. Madame Beaumont a pâli. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous voyez très bien. Je me suis tournée vers Ariane. Dis-lui, ma chérie. Dis-lui tout. Ariane tremblait. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Dis-lui. Maman. Dis-lui. Et quelque chose s'est brisé en elle. Elle m'a traitée comme une domestique. Sa voix a explosé dans la salle. Tout le monde s'est retourné. Elle m'a fait nettoyer, servir, obéir, jour après jour, pendant 3 ans. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle m'a dit que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas son fils, que je devais gagner ma place. Ariane, tais-toi. C'était Julien. Il s'était avancé, le visage rouge de colère. Tais-toi tout de suite. Tu es ridicule. Ridicule? Ariane s'est tournée vers lui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la force dans ses yeux. Ridicule? C'est toi qui es ridicule, Julien. Toi et ta mère. Avec vos airs de grandeur. Votre maison hypothéquée. Votre entreprise en faillite. Vous n'avez plus rien. Rien! Madame Beaumont a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Et pendant tout ce temps, Ariane s'est avancée vers elle. Pendant tout ce temps, vous m'avez fait croire que c'était moi le problème. Que c'était moi qui n'était pas à la hauteur. Mais c'était vous qui aviez tout perdu. Vous qui vous accrochiez à vos apparences. Vous qui aviez besoin de quelqu'un à rabaisser pour vous sentir encore quelqu'un. Elle s'est tournée vers moi. Maman, achète cette maison. Ma chérie, achète-la et chasse-les. Chasse-les tous les deux. Le commissaire-priseur a toussé. Madame Étienne, les créanciers attendent votre réponse. Maintenez-vous votre offre de 90 000 €? J'ai regardé Madame Beaumont. Son visage était de marbre, mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu. De la peur. Je maintiens mon offre. Très bien. Il a frappé son marteau sur le bureau. Adjugé, pour 90 000 €. Madame Beaumont a vacillé. Julien l'a rattrapé par le bras. Mère, nous partons. Sa voix était brisée. Nous partons immédiatement. Elle s'est tournée vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois vers moi. Vous pensez avoir gagné, mais cette maison, elle vous détruira, comme elle nous a détruits. Non, j'ai souri, parce que moi, je ne vis pas pour les apparences, je vis pour ma fille. Elle est sortie, Julien l'a suivie, Ariane est restée, elle est venue vers moi et elle s'est effondrée dans mes bras. Maman, pardon pour tout. Chut, ma chérie, c'est fini. Tout est fini. Le commissaire-priseur a repris. Nous passons maintenant au lot numéro 2. L'entreprise Beaumont & Fils, actuellement en redressement judiciaire. Actif évalué à 50 000 €. Dette 200 000 €, mise à prix. Maître Renaud m'a regardé. Madame Étienne? J'ai regardé Ariane. Elle me regardait aussi. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri. Finir ce que j'ai commencé. Je me suis tournée vers le commissaire-priseur. J'achète aussi l'entreprise. Un murmure a parcouru la salle. Madame, vous n'avez plus d'argent. Je trouverai. Maître Renaud s'est penché vers moi. Madame Étienne, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas. Si, je peux. Je me suis levée. Je propose de reprendre l'entreprise, de rembourser les dettes sur 5 ans et de nommer ma fille gérante. Ariane m'a regardée, les yeux écarquillés. Maman, tu es architecte, Ariane. Enfin, tu aurais dû l'être. Alors maintenant, tu vas le devenir. Le commissaire-priseur a consulté ses papiers. Je dois vérifier auprès des créanciers.
Il est sorti à nouveau. Cette fois, l'attente a été plus longue. 21 minutes, 30. Puis il est revenu. Les créanciers acceptent, à condition que vous présentiez un plan de remboursement dans les 3 mois. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Alors, il a frappé son marteau. Adjugé. Ariane s'est mise à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de libération. Nous sommes sortis du tribunal main dans la main. Le ciel s'était dégagé. Un rayon de soleil perçait les nuages. Maman, comment tu as fait? Comment tu as su? Parce que je suis ta mère. Et qu'une mère voit toujours. Mais l'argent, les 5 ans de remboursement, on trouvera. Ensemble. Elle m'a serré fort. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Mais en marchant vers la sortie, j'ai pensé à Madame Beaumont, à son visage défait, à sa chute, et je me suis demandé si cette victoire avait un goût amer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce que j'ignorais, c'est que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi la vente aux enchères ont été étranges, comme un rêve dont on ne sait pas encore s'il va devenir réalité ou cauchemar. J'avais acheté une maison, une entreprise, avec de l'argent que je n'avais plus et des dettes que je ne savais pas comment rembourser. Mais j'avais récupéré ma fille. Maître Renaud m'avait prévenu. Nous avions 30 jours pour que Madame Beaumont et Julien quittent les lieux. 30 jours pendant lesquels tout pouvait encore basculer. Ils vont résister, Madame Étienne. Les gens comme eux ne partent jamais sans se battre. Qu'ils se battent. Je suis prête. Ariane était venue s'installer chez moi le soir même de la vente. Elle n'avait pris qu'un sac, quelques vêtements, une photo de son père, rien d'autre. Je ne veux rien de cette maison, maman. Rien. Mais tes affaires, tes dessins, ils les ont brûlés. Elle a dit ça calmement, trop calmement. Brûlés? Madame Beaumont, il y a 6 mois, elle a dit que mes dessins encombraient le grenier, qu'ils prenaient de la place. Alors elle les a jetés. Tous. Mon cœur s'est serré. Tous tes projets d'architecture? Oui. Des années de travail. Partis. Elle s'est assise sur mon vieux canapé, celui que j'avais depuis 20 ans, et elle a regardé autour d'elle. Mon petit appartement, 1 pièce et demie, une cuisine minuscule, une salle de bain où on pouvait à peine se retourner. C'est petit ici. Oui. Mais c'est chez toi. C'est chez nous maintenant. Elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire. Les premiers jours ont été doux. Nous nous réapprenions. Elle dormait beaucoup. Son corps récupérait de 3 années d'épuisement. Je la regardais dormir parfois, et je voyais réapparaître les traits de la petite fille qu'elle avait été. Mais le 10e jour, tout a basculé. J'étais à l'hôpital, en pleine garde de nuit, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Madame Étienne. Cette voix, froide, coupante. Madame Beaumont. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler. Nous n'avons rien à nous dire. Détrompez-vous. Nous avons beaucoup à nous dire. Il y a eu un silence. Je vous attends demain, 15 heures, à la maison. Ma maison. Ce n'est plus votre maison. Elle l'est encore pour 19 jours. Alors venez, ou vous le regretterez. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Mon cœur battait vite, trop vite. Maître Renaud m'avait dit de ne jamais la rencontrer seule, que c'était dangereux, qu'elle pouvait me piéger. Mais je n'avais pas peur, pas de cette femme, pas après tout ce qu'elle avait fait. Le lendemain, à 15 heures précises, j'étais devant la grille de la maison de Neuilly. J'ai sonné. La porte s'est ouverte immédiatement, comme si elle m'attendait. Madame Beaumont était là, dans le hall. Elle portait une robe noire. Ses cheveux étaient impeccables. Mais son visage avait vieilli de 10 ans en 10 jours. Entrez. Je suis entrée. Le hall était plongé dans la pénombre. Les rideaux étaient tirés. L'odeur de renfermé flottait dans l'air. Par ici. Elle m'a conduite dans le salon, celui où, des années plus tôt, j'avais dîné pour la première fois avec cette famille. Tout était encore là. Les meubles Louis XV, les tableaux, les bibelots en porcelaine. Mais quelque chose avait changé. Il y avait des cartons, des caisses, des objets empilés n'importe comment. Vous emballez? Je fais ce que vous m'obligez à faire. Elle s'est assise sur le canapé, m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. Je suis restée debout. Pourquoi m'avoir fait venir? Elle a pris une longue inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. Parce que je veux vous faire une proposition. Une proposition? Oui. Elle a levé les yeux vers moi. Vendez-moi la maison. J'ai failli rire. Vous n'avez pas d'argent. J'en trouverai.
Comment? Ce n'est pas votre problème. Si, c'est mon problème. Parce que cette maison est à moi maintenant. Son visage s'est durci. Cette maison appartient à ma famille depuis 42 ans. Mon mari l'a achetée. Nous y avons élevé notre fils. Nous y avons construit notre vie. Vous y avez surtout construit des dettes. Elle a serré les poings. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Alors expliquez-moi. Elle s'est levée brusquement, a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé dehors, les bras croisés. L'entreprise allait bien, pendant des années. Mon mari l'avait créée. Julien l'a reprise. Tout fonctionnait. Et puis, elle s'est arrêtée. Et puis, il y a eu cette crise. 2008. Le marché de la construction s'est effondré. Les contrats ont été annulés. Les clients ne payaient plus. Nous avons dû emprunter pour payer les salaires, les fournisseurs, les charges. Et vous avez hypothéqué la maison? Oui, plusieurs fois. Oui, elle s'est retournée. Nous pensions que ça allait repartir, que ce n'était que temporaire. Mais ça n'est jamais reparti. Et au lieu d'accepter la réalité, vous avez continué à vivre comme si de rien n'était. Nous devions garder les apparences. Sa voix était montée, presque un cri. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Dans notre monde, si on montre une faiblesse, on est fini. Fini. Alors, vous avez préféré détruire ma fille. Elle a pâli. Je n'ai pas détruit Ariane. Si, j'ai fait un pas vers elle. Vous l'avez humiliée, rabaissée, traitée comme une domestique. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas de votre monde? Parce qu'elle n'avait pas de fortune? Parce qu'elle était faible? Le mot est sorti comme un crachat. Faible? Oui, faible. Elle se laissait faire. Elle obéissait. Elle ne se défendait jamais. Parce que vous l'aviez brisée. Non. Elle a secoué la tête violemment. Non. Elle était déjà brisée quand elle est arrivée ici, avec ses grands yeux de biche, son air de victime. Julien l'a épousée par pitié. Par pitié? Mon sang a bouilli. C'est faux. C'est vrai. Il me l'a dit lui-même. Il m'a dit « Mère, je ne peux pas l'abandonner. Elle n'a personne d'autre. Vous mentez. » Je ne mens pas. Elle s'est rapprochée. Son regard était dur, cruel. Votre fille s'est accrochée à mon fils comme une noyée à une bouée. Et moi, j'ai essayé de la rendre plus forte, de lui apprendre à se tenir, à ne pas être une charge. En la giflant, elle a tressailli. Une fois, une seule fois. Une fois suffit. Elle avait cassé, je sais, une tasse. Nous nous sommes regardés. 2 femmes, 2 mères, 2 mondes. Vous ne récupérerez jamais cette maison, Madame Beaumont. Jamais. Alors, je la détruirai. Pardon? Son sourire est revenu. Ce sourire froid, inhumain. Si je ne peux pas la garder, personne ne l'aura. Qu'est-ce que vous racontez? Cette maison a des vices cachés. Des problèmes de structure. Des infiltrations. La toiture est pourrie. Les fondations sont fissurées. Vous allez dépenser des fortunes en réparation. Des fortunes que vous n'avez pas. Vous mentez. Non, je dis la vérité. Et je ne ferai rien pour vous aider. Au contraire, je parlerai aux anciens clients de l'entreprise. Je leur dirai que vous n'avez aucune compétence, que vous allez tout faire couler. Faites ce que vous voulez. Ça ne changera rien. On verra. Elle s'est dirigée vers la porte. Notre conversation est terminée. Vous avez 19 jours. Profitez-en. Parce qu'après, vous allez regretter d'avoir croisé ma route. Je suis sortie, les jambes tremblantes, le cœur lourd. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Ariane dans la cuisine, en train de préparer du thé. « Maman, ça va? Tu es toute pâle. » J'ai vu Madame Beaumont. Elle a posé la tasse. Pourquoi? Elle voulait me voir. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Elle a dit que la maison avait des problèmes, qu'on allait perdre beaucoup d'argent. Ariane est restée silencieuse un moment. C'est vrai. Quoi? La maison a des problèmes. Je le sais. J'ai vu les factures. Les devis, ils n'ont jamais fait réparer, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mon cœur s'est serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu changes d'avis. Je voulais sortir de là, peu importe le prix. Ariane, maman, écoute-moi. Elle a pris mes mains. Je sais que tu as mis toutes tes économies dans cette maison. Je sais que c'est risqué, mais on va y arriver. Ensemble. Comment? L'entreprise. On va la relancer. Tu crois vraiment que c'est possible? Oui, parce que moi, contrairement à Julien, je sais construire. J'ai étudié pour ça. J'ai des idées, des projets. Elle a souri. Et maintenant, j'ai une entreprise.
Une entreprise avec 200 000 € de dette, qu'on remboursera. En 5 ans. En 3. Je l'ai regardé, cette détermination dans ses yeux, cette force que je croyais perdue. Tu es sûre? Certaine. Nous nous sommes serrés dans les bras. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais aux mots de Madame Beaumont, à ses menaces, à cette maison que je venais d'acheter et qui allait peut-être nous ruiner. Et je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Si, en voulant sauver ma fille, je ne l'avais pas entraînée dans un gouffre encore plus profond. Les 19 jours sont passés lentement, comme une attente avant une tempête. Le dernier jour, je suis allé à la maison de Neuilly, avec Maître Renaud et Ariane. Madame Beaumont était là, avec Julien, et un camion de déménagement. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Elle est montée dans une voiture, une vieille Peugeot, plus de Mercedes, plus de chauffeurs. Julien est venu vers Ariane. Il a essayé de lui parler. « Ariane, non, s'il te plaît, laisse-moi. Il n'y a rien à dire, Julien. Je ne savais pas qu'elle te traitait comme ça. » Ariane l'a regardé. Longtemps. Tu savais. Tu as toujours su. Tu as juste choisi de ne rien voir. Il a baissé la tête. Ariane. Au revoir, Julien. Il est parti, sans se retourner. Nous sommes entrés dans la maison. Vide, froide. Les murs étaient nus. Les pièces résonnaient. Ariane a marché lentement dans le salon, a touché les murs. C'est étrange. Quoi? Cette maison me semblait si grande, si imposante. Et maintenant, elle me semble juste triste. Nous avons fait le tour, chaque pièce, chaque couloir, et c'est là que nous avons vu les dégâts, les murs fissurés, les plafonds tachés d'humidité, la charpente rongée, les fenêtres qui ne fermaient plus. Ariane s'est assise sur une marche de l'escalier. C'est pire que ce que je pensais. On peut encore reculer, revendre, même à perte. Non, elle s'est levée. Non, on ne recule pas, on répare. Ça va coûter une fortune. Alors on empruntera. Avec quelle garantie? Avec l'entreprise, avec nos bras, avec notre courage. Je l'ai regardée, ma fille, debout dans cette maison en ruine, les poings serrés, le menton levé. Et j'ai compris quelque chose. Elle n'était plus brisée. Elle était en reconstruction. Et moi aussi. Ce jour-là, nous avons perdu beaucoup. L'illusion de la sécurité, l'espoir d'une solution facile, la naïveté. Mais nous avons gagné quelque chose de plus précieux, la liberté. Je me demande encore si j'aurais dû écouter Maître Renaud, si j'aurais dû reculer. Mais peut-être que certaines batailles doivent être menées jusqu'au bout, même si le prix est élevé. Ce que j'ignorais, c'est que le pire n'était pas la maison en ruine. Le pire, c'était ce qui allait arriver à ceux qui nous avaient fait du mal. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Nous avons emprunté. Nous avons travaillé, jour et nuit. Ariane a repris les rênes de l'entreprise. Elle a commencé par contacter les anciens employés. Certains sont revenus, d'autres pas. Mais peu à peu, elle a reconstruit une équipe. Moi, j'ai continué mes gardes de nuit. Mais le jour, je venais à la maison. Je nettoyais, je déblayais. Je faisais ce que je pouvais. Nous avons embauché des artisans, refait la toiture, réparé les fissures, assaini les murs, remplacé les fenêtres. Chaque euro dépensé était un euro que nous n'avions pas. Mais nous avancions. Ariane changeait sous mes yeux. Elle se levait à 6 heures du matin, étudiait les dossiers, rencontrait des clients, négociait des contrats. Elle avait retrouvé sa passion, son énergie. « Maman, regarde, j'ai signé notre premier contrat. » C'était un soir d'avril. 6 mois après la vente. Vraiment? Oui. Une rénovation complète d'un immeuble dans le 15e. 150 000 €. Ma chérie, c'est merveilleux. Elle a souri. Un vrai sourire. Lumineux. C'est un début. Nous avons fêté ça avec une bouteille de vin à 3 € et des pâtes au beurre. Mais c'était le meilleur repas que nous ayons jamais partagé. Pendant ce temps, je ne savais rien de Madame Beaumont, ni de Julien. Ils avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Puis, un jour de juillet, j'ai reçu un appel. C'était Maître Renaud. « Madame Étienne, j'ai des nouvelles. » « Des nouvelles de quoi? » « De Madame Beaumont. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle est à l'hôpital. L'hôpital? Oui, l'hôpital Saint-Joseph. Elle a fait un malaise. Elle a demandé à vous voir. Moi? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais elle a été insistante. J'ai raccroché. Les mains tremblantes. Ariane était dans le salon, en train de travailler sur des plans.
Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est Madame Beaumont. Elle est à l'hôpital. Elle veut me voir. Ariane a levé les yeux. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Elle ne mérite pas ta compassion. Je sais. Mais quelque chose en moi disait qu'il fallait y aller. Pas par compassion, mais pour fermer un chapitre. Le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital Saint-Joseph. Un établissement que je connaissais bien. J'y avais travaillé quelques années plus tôt. J'ai demandé le numéro de chambre. 312. 3e étage. Quand je suis arrivée devant la porte, j'ai hésité. Ma main s'est posée sur la poignée. Puis, j'ai poussé. Madame Beaumont était là, dans un lit blanc, entourée de machines, un cathéter dans le bras, un masque à oxygène sur le visage. Elle avait tellement changé. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient gris, clairsemés. Son visage était émacié. Ses mains, posées sur le drap, tremblèrent légèrement. Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient vides, éteints. Madame Étienne. Sa voix était faible, à peine un murmure. Madame Beaumont. Je suis restée près de la porte. Je ne voulais pas m'approcher. Vous êtes venue. Vous m'avez fait appeler. Oui. Elle a fermé les yeux un instant, comme si parler lui demandait un effort immense. Je voulais vous voir. Avant? Avant quoi? Avant de mourir. Mon cœur s'est serré malgré moi. Vous êtes malade? Cancer. Stade 4. Pancréas. Je suis désolée. Non, vous ne l'êtes pas. Et vous avez raison de ne pas l'être. Elle a ouvert les yeux, m'a regardé longuement. Je vous ai fait venir parce que je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi? Vous aviez raison. Raison sur quoi? Sur tout. Elle a pris une longue inspiration, difficile, sifflante. J'ai été cruelle. Avec Ariane. Avec vous. J'ai été monstrueuse. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce que quand on sait qu'on va mourir, on arrête de mentir. Elle a tourné la tête vers la fenêtre. Le soleil entrait à flots, mais elle semblait ne pas le voir. J'avais peur. Peur de quoi? De perdre mon statut, ma place, mon monde. Alors vous avez détruit une jeune femme pour vous sentir encore quelqu'un. Oui, elle n'a pas nié, n'a pas cherché d'excuses. J'ai pensé que si je la brisais, si je la rendais dépendante, elle resterait. Et que tant qu'elle restait, mon fils resterait. Et que tant que mon fils restait, je n'étais pas seule. Mais vous étiez déjà seule? Oui, un silence. Où est Julien maintenant? Elle a ri, un rire sans joie, presque un sanglot. Je ne sais pas. Il est parti. Il y a 3 mois. Il m'a mise dans une maison de retraite. Une maison minable. Des couloirs qui sentent l'urine. Des pensionnaires qui hurlent la nuit. Et vous êtes parti. Oui, j'ai vendu les derniers bijoux qui me restaient. J'ai loué une chambre, dans le 19e, un studio, 18 mètres carrés. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues creuses. J'ai vécu toute ma vie dans l'opulence, et je finis dans un studio, seule, malade, abandonnée. Je suis restée immobile. Je ne savais pas quoi dire. Vous savez ce qu'il y a de plus terrible? Quoi? C'est que je le mérite. Elle m'a regardée. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je le mérite. Tout ce qui m'arrive, parce que j'ai semé la cruauté, et la vie me rend la cruauté. Oui, le mot est sorti tout seul, sans haine, juste comme une vérité. Oui, vous le méritez. Elle a hoché la tête. Je voulais que vous le sachiez. Que j'ai compris. Trop tard. Mais j'ai compris. Et vous voulez quoi? Mon pardon? Non, je ne mérite pas votre pardon. Alors quoi? Que vous disiez à Ariane? Elle s'est arrêtée, a pris une inspiration tremblante. Que vous disiez à Ariane que je regrette, que si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Elle ne veut plus entendre parler de vous. Je sais. Mais peut-être qu'un jour, quand je ne serai plus là, peut-être qu'elle pourra... Pourra quoi? Pardonner? Pas à moi, à elle-même. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été si puissante, si cruelle, et qui finissait dans un lit d'hôpital, seule, brisée. Je ne vous promets rien. C'est déjà beaucoup. Je me suis dirigée vers la porte. Madame Étienne. Je me suis retournée. Merci d'être venue. Je ne suis pas venue pour vous. Je suis venue pour fermer une porte. Alors fermez-la. Et vivez. Vivez la vie que je n'ai jamais su vivre. Je suis sortie. Le couloir de l'hôpital était blanc, aseptisé. Des infirmières passaient en silence. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le bouton, attendu. Et quand les portes se sont ouvertes, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Ce n'était pas de la joie.
Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Le soulagement de savoir que la justice existait, pas celle des tribunaux, celle de la vie. Celle qui fait que les choix ont des conséquences, que les actes reviennent, toujours. En rentrant chez moi, j'ai raconté à Ariane. Elle est restée silencieuse longtemps. Elle va mourir? Oui. Et je devrais avoir de la peine. Tu devrais? Oui. C'est ce qu'on attend de moi, non? Que je sois magnanime, que je pardonne. Tu n'as rien à faire de ce qu'on attend de toi. Elle m'a regardée. Je ne ressens rien, maman. Ni joie, ni peine. Juste quoi? Juste du vide, comme si cette partie de ma vie n'avait jamais existé. C'est normal. C'est triste. Non, c'est libérateur. Nous sommes restés assises dans silence, puis Ariane a repris ses plans. Moi, j'ai préparé le dîner. Et la vie a continué. Quelques semaines plus tard, Maître Renaud m'a appelé. Madame Étienne, Madame Beaumont est décédée. Quand? Hier soir, à l'hôpital. Seul? Oui. Et Julien? Il n'est pas venu, même pas pour l'enterrement. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait, de grosses gouttes qui cognaient contre la vitre. Et j'ai pensé à cette phrase que ma mère me disait toujours. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce jour-là, j'ai compris que la justice ne vient pas toujours des hommes. Parfois, elle vient du temps, du silence, des conséquences naturelles de nos actes. Madame Beaumont avait construit un château sur le mépris. Et ce château s'était effondré, pas parce que je l'avais détruit, mais parce qu'il ne tenait sur rien de solide. Nous avions reconstruit, lentement, douloureusement, mais sur des fondations vraies. Et c'est cette différence qui fait tout. Je me demande encore si j'ai eu raison d'aller la voir, si mes mots étaient trop durs. Mais peut-être que la vérité doit être dite, même quand elle fait mal. Ce que j'ignorais, c'est que le karma n'avait pas fini son œuvre. Il restait encore Julien. 1 an s'est écoulé depuis la mort de Madame Beaumont. 1 an pendant lequel nous avons reconstruit. Pas seulement la maison, pas seulement l'entreprise, mais nous-mêmes. La maison de Neuilly était devenue notre lieu de travail. Ariane y avait installé les bureaux de l'entreprise. Au rez-de-chaussée, une salle de réunion. À l'étage, les bureaux d'architecture. Dans le jardin, un petit atelier pour les maquettes. Nous avions embauché 5 personnes. Des jeunes, pour la plupart. Des architectes fraîchement diplômés. Des dessinateurs, un comptable. L'entreprise remontait la pente. Lentement, mais sûrement. Les dettes diminuaient. Chaque mois, nous remboursions un peu plus. Ariane travaillait sans relâche. Moi, j'avais réduit mes heures à l'hôpital. Je m'occupais de la comptabilité, de l'administratif, de tout ce qui permettait à ma fille de se concentrer sur ce qu'elle faisait de mieux, créer. Un matin d'octobre, alors que je préparais le café dans la cuisine de la maison, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Madame Étienne? Une voix d'homme, fatiguée, cassée. Oui? Qui est à l'appareil? C'est Julien. Mon cœur s'est arrêté. Julien. Oui. Un silence. Je sais que je n'ai pas le droit de vous appeler. Mais j'ai besoin de parler à Ariane. Elle ne veut pas vous parler. S'il vous plaît, c'est important. Important pour qui? Pour vous? Pour moi? Oui. Alors non. Madame Étienne, je vous en supplie, juste 5 minutes. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de désespéré. Où êtes-vous? Je suis devant la maison. Je me suis levée, suis allée à la fenêtre, et je l'ai vu, Julien, debout devant la grille. En gens délavés, pull troué, cheveux longs, barbe mal taillée. Il ne ressemblait plus à rien, plus à l'homme élégant en costume 3 pièces. Il ressemblait à un homme brisé. Attendez-moi. Je suis sortie. J'ai traversé le jardin, ouvert la grille. Nous nous sommes regardés, en silence. Madame Étienne, Julien. Il avait les yeux rouges, gonflés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Je sais que je n'aurais pas dû venir, mais je ne savais pas où aller. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Ariane. Elle ne veut pas vous voir. Je sais, mais... Il s'est arrêté, a avalé sa salive. Mais je dois lui parler. Je dois lui dire... Lui dire quoi? Que j'ai tout perdu. Vous aviez déjà tout perdu. Non. Il a secoué la tête. Non. Il me restait l'illusion. L'illusion que je pouvais rebondir. Recommencer. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Il a plongé une main dans sa poche, en a sorti une enveloppe froissée.
Tenez, qu'est-ce que c'est? Une lettre. De ma mère. Elle me l'a envoyée avant de mourir. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Lisez-la, s'il vous plaît. J'ai hésité, puis j'ai pris l'enveloppe, l'ai ouverte. À l'intérieur, une feuille de papier, une écriture tremblante, presque illisible. Mon fils, quand tu liras ces lignes, je serai morte, et tu seras seul, comme je l'ai été. J'ai passé ma vie à construire des murs d'apparence, de mensonges, de mépris. Je pensais me protéger, mais je me suis juste enfermée. Et je t'ai enfermée avec moi. Tu as épousé Ariane, mais tu ne l'as jamais aimée. Pas vraiment. Tu l'as épousée parce que je te l'ai demandé, parce que j'avais peur que tu partes, que tu me laisses seule, et tu as obéi, comme tu as toujours obéi. Maintenant, je suis morte, et tu es libre. Mais qu'est-ce que ça vaut, la liberté, quand on ne sait plus qui on est? Je te demande pardon, mon fils, pour t'avoir fait porter mes peurs, mes échecs, ma cruauté. Et je te demande une chose, une seule. Demande pardon à Ariane. Pas pour moi, pour toi, pour que tu puisses enfin vivre. Ta mère, Colette. J'ai replié la lettre, l'ai rendue à Julien. Il pleurait, silencieusement. Elle avait raison. Sur quoi? Sur tout. Je n'ai jamais aimé Ariane, pas comme elle le méritait. Je l'ai épousée parce que ma mère me l'avait demandé, parce que je pensais que ça la rendrait heureuse, que ça sauverait notre famille. Et vous l'avez laissé souffrir. Oui, il a levé les yeux vers moi. Je la voyais. Je voyais ce que ma mère lui faisait. Les humiliations, les corvées, les gifles. Je voyais tout. Et vous n'avez rien fait. Non. Pourquoi? Parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur. Peur de ma mère, peur de perdre notre statut. Peur de devoir affronter la vérité. Quelle vérité? Que nous n'étions rien, que tout était faux. L'entreprise, la maison, notre vie, tout. Il s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main. Après la vente, je suis partie. J'ai fui. Je suis allée à Londres. J'ai essayé de trouver du travail. Mais personne ne voulait de moi. Mon nom était brûlé. Tout le monde savait. La faillite, les dettes. Alors vous êtes revenu? Oui. J'ai essayé de m'occuper de ma mère. Mais je ne supportais pas de la voir, comme ça, diminuée, pauvre. Alors je l'ai mise en maison de retraite. Et je suis partie. Encore. Et elle est morte seule. Oui. Il a baissé la tête. Je n'ai même pas été à son enterrement. Où étiez-vous? Marseille. Dans un foyer. Pour sans-abri. Mon cœur s'est serré malgré moi. Vous êtes sans-abri? Oui. Depuis 6 mois. Il a ri. Un rire sans joie. Vous vous rendez compte? Moi. Julien Beaumont. Fils d'une grande famille. Diplômé de Centrale. Je dors dans un foyer. Je mange à la soupe populaire. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai tout dépensé. Le peu d'argent qui me restait. Dans l'alcool. Dans des hôtels minables. Et puis un jour, je me suis retrouvé sans rien. Plus un euro. Plus d'endroit où aller. Il m'a regardé. Et vous savez ce qu'il y a de pire? Quoi? C'est que je le mérite. Tout ce qui m'arrive. Parce que j'ai laissé faire. Parce que j'ai été faible. Je suis restée silencieuse. Madame Étienne? Oui. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Non, vous ne le méritez pas. Mais est-ce que je peux la voir? Juste une fois? Pour lui dire que j'ai compris, que j'ai honte, que si je pouvais revenir en arrière, vous feriez quoi, Julien? Vous la défendriez? Vous tiendriez tête à votre mère? Oui, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Je sais. À cet instant, la porte de la maison s'est ouverte. Ariane est sortie. Elle portait un pantalon noir, une chemise blanche. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air professionnelle, forte, vivante. Elle a vu Julien. S'est arrêtée net. Ariane. Julien s'est avancé. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Elle l'a regardé, longuement, sans dire un mot. Puis elle a descendu les marches, lentement. S'est arrêtée à 1 mètre de lui. Parle. Je suis venue te demander pardon. Pardon pourquoi? Pour tout. Pour t'avoir laissé souffrir. Pour ne pas t'avoir protégé. Pour avoir été lâche. Oui. Elle a croisé les bras. Tu sais ce qu'il y a de drôle, Julien? Quoi? Pendant 3 ans, j'ai attendu que tu me dises ça. Que tu me défendes. Que tu me sauves. Ariane? Et maintenant que tu le fais, je m'en fiche complètement. Il a tressailli. Je ne ressens rien. Ni colère, ni joie, ni peine. Tu es juste un étranger.
Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Elle s'est approchée, l'a regardé droit dans les yeux. Tu as détruit 3 ans de ma vie. 3 ans pendant lesquels j'ai cru que c'était moi le problème, que c'était moi qui n'étais pas assez bien, que c'était moi qui devais changer. Je sais. Et maintenant, tu viens ici, dans ma maison, devant mon entreprise, pour me demander pardon? Pour te soulager de ton poids? Non, Si, c'est exactement ce que tu fais. Tu cherches l'absolution, mais je ne te la donnerai pas. Elle s'est tournée. Maintenant, pars, et ne reviens jamais. Ariane, s'il te plaît, pars. Sa voix a claqué comme un coup de fouet. Julien a reculé, les épaules rentrées, le regard vide. Il m'a regardé une dernière fois. Dites-lui que je suis désolée. Elle le sait déjà. Il est parti, lentement, comme un homme qui marche vers nulle part. Ariane l'a regardé s'éloigner, puis elle s'est tournée vers moi. « Ça va, maman ? » ?»« Oui, et toi ? » ?»« Oui. » Elle a souri. Je pensais que ce serait plus difficile de le revoir, mais en fait, c'était juste triste pour lui. Nous sommes rentrés dans la maison, avons repris le travail. Ce soir-là, en fermant les volets, j'ai repensé à Julien, à son visage défait, à sa vie en ruine, et j'ai compris quelque chose. La vie ne punit pas toujours avec éclat. Parfois, elle punit avec silence, avec l'absence, avec le vide. Madame Beaumont avait fini seule, malade, abandonnée. Julien finissait seul, pauvre, perdu, pas parce que nous les avions punis, mais parce qu'ils avaient construit leur vie sur du sable, sur le mépris, sur les apparences, sur la peur. Et quand le vent s'était levé, tout s'était effondré. Nous avions reconstruit, sur du vrai, sur de l'amour, sur du courage. Et c'est pour ça que nous tenions debout. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je ne sais pas ce qu'est devenu Julien après ce jour. Je ne l'ai jamais revu. Parfois, je me demande s'il a trouvé la paix, ou s'il erre encore, prisonnier de ses choix. Mais je sais une chose, la justice ne vient pas toujours quand on l'attend. Parfois, elle prend des années. Parfois, elle arrive en silence, mais elle arrive toujours. Et ce jour-là, debout dans cette maison que nous avions arrachée au naufrage, avec ma fille à mes côtés, forte et vivante, j'ai compris que nous avions gagné. Pas contre eux, contre la peur, contre le silence, contre la honte. Nous avions gagné notre liberté. 5 ans ont passé depuis ce jour où j'ai vu Julien pour la dernière fois. 5 ans pendant lesquels la vie a repris son cours. Doucement, naturellement. L'entreprise a prospéré. Ariane a remboursé toutes les dettes. 3 ans, comme elle l'avait promis. Pas 5, 3. Aujourd'hui, nous employons 15 personnes. Nous avons déménagé les bureaux dans un immeuble plus grand, dans le 10e arrondissement. La maison de Neuilly, nous l'avons rénovée complètement. Elle est devenue notre lieu de vie. Ariane y habite. Moi, j'ai gardé mon petit appartement. J'aime ma liberté, mon indépendance, mais je viens souvent, pour les dimanches, pour les fêtes, pour les moments simples qui font une vie. Ariane a rencontré quelqu'un, Thomas, un architecte aussi, un homme doux, patient, qui la regarde comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ils vont se marier l'année prochaine, sous le cerisier du jardin. Celui que nous avons planté ensemble il y a 3 ans. Moi, j'ai pris ma retraite, officiellement. Mais je continue à aider Ariane, à gérer la comptabilité, à conseiller, à être là. Ce matin, je suis assise dans la véranda de la maison de Neuilly, celle où, il y a 6 ans, j'avais pris le thé avec ma fille brisée. Aujourd'hui, cette pièce est lumineuse, remplie de plantes vertes, de coussins colorés, de vie. Ariane entre avec 2 tasses de café. Elle s'assoit en face de moi, sourit. « À quoi tu penses, maman ? » ?»« À tout, à rien, au chemin parcouru. »« Tu regrettes ? Regretter quoi ? » ?»« D'avoir acheté cette maison, d'avoir pris tous ces risques. » Je regarde autour de moi, les murs que nous avons réparés, les fenêtres que nous avons remplacées, le jardin que nous avons replanté. Non, je ne regrette rien. Même les moments difficiles, surtout les moments difficiles, parce que ce sont eux qui nous ont rendues fortes. Elle boit une gorgée de café. Regarde par la fenêtre. Tu sais, parfois je repense à cette époque, quand j'étais à genoux dans ce couloir, quand je frottais ces sols, quand je me sentais invisible. Et je me demande comment j'ai pu laisser faire, comment j'ai pu accepter ça.
Tu étais seule. Non, tu étais là. Mais tu ne le savais pas. Pas vraiment. Elle hoche la tête. C'est vrai. Je pensais que tu m'avais oublié, que tu étais trop occupée avec ta nouvelle vie à Paris. Jamais. Jamais je ne t'aurais oublié. Je sais. Maintenant, je sais. Un silence. Doux. Apaisant. Maman. Oui? Merci. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé tomber. Pour être venue. Pour avoir vu ce que personne d'autre ne voyait. Je suis ta mère. C'est mon rôle. Non. Tu as été plus qu'une mère. Tu as été mon sauveur. Non, ma chérie. Toi, tu es ton propre sauveur. Moi, je t'ai juste tendu la main. Mais c'est toi qui l'as prise. C'est toi qui as décidé de te relever. C'est toi qui as reconstruit tout ça. Elle sourit. Ses yeux brillent. On l'a fait ensemble. Oui, ensemble. Elle se lève. Va chercher quelque chose dans un tiroir. Revient avec une vieille photo. Regarde. C'est une photo de nous deux, prise il y a longtemps. Ariane devait avoir 10 ans. Elle est assise sur mes genoux. Nous sommes dans le parc, sous le cerisier. Elle rit. Moi aussi. Je me souviens de ce jour. Moi aussi. C'était juste après l'enterrement de papa. Tu m'avais emmenée au parc. Tu m'avais dit « La vie continue, ma chérie. Et nous allons continuer avec elle. » Et nous avons continué. Oui. Elle repose la photo. Tu sais ce que je me dis parfois? Quoi? Que tout ce qui s'est passé, toute cette douleur, était peut-être nécessaire. Nécessaire? Oui, pour que je comprenne qui je suis vraiment, pour que j'apprenne à me défendre, à poser des limites, à ne plus accepter l'inacceptable. Tu as raison. Parfois, on doit toucher le fond pour apprendre à nager. Et maintenant, je nage. Non. Maintenant, tu voles. Elle rit. Ce rire léger, joyeux, que je croyais perdu à jamais. Et Madame Beaumont? Julien? Tu penses encore à eux? Elle réfléchit. Parfois, mais sans colère. Juste avec de la tristesse. De la tristesse? Oui, de la tristesse pour des gens qui ont vécu toute leur vie dans la peur, qui n'ont jamais su aimer vraiment, qui ont tout perdu parce qu'ils n'avaient rien construit de vrai. C'est de la sagesse, ça? Ou juste de la distance? Non, c'est de la sagesse. Elle se lève, va jusqu'à la fenêtre, regarde le jardin. Maman? Oui? Si un jour quelqu'un lit notre histoire? Oui? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne? Je réfléchis, longuement, qu'on peut se relever, toujours, même quand on pense que c'est impossible, que la dignité ne se perd jamais tant qu'on refuse de la donner, et que l'amour, le vrai amour, celui d'une mère pour sa fille, d'une fille pour sa mère, celui-là, il peut tout vaincre. Elle se retourne, les larmes aux yeux. C'est beau, c'est vrai. Elle vient vers moi, s'agenouille à mes pieds, pose sa tête sur mes genoux, comme quand elle était petite. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout au monde. Nous restons comme ça, dans le silence, dans la lumière du matin qui entre à flot par les fenêtres. Et je repense à ce jour où j'ai poussé cette porte, où j'ai vu ma fille à genoux, où mon sang a gelé. Si je n'étais pas venue ce jour-là, où serait-elle aujourd'hui? Je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que la vie nous met parfois face à des choix impossibles. Des moments où il faut choisir entre la prudence et le courage, entre l'acceptation et la révolte. Ce jour-là, j'ai choisi le courage. Et ce courage a tout changé. Pas seulement pour Ariane, pour moi aussi. Parce qu'en la sauvant, je me suis sauvée moi-même. Je me suis prouvé que j'étais plus forte que je ne le pensais. Que l'amour maternel n'est pas qu'un sentiment. C'est une force qui peut déplacer des montagnes, racheter des maisons, rebâtir des vies. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je ne vois plus la femme brisée qui frottait des sols. Je vois une architecte talentueuse, une femme forte, une femme libre. Et je sais que j'ai fait ce que je devais faire. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à croire qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que personne ne mérite d'être réduit à rien. Personne ne mérite d'être traité comme une domestique dans sa propre vie. Personne ne mérite de perdre sa dignité. Et si personne ne vous défend, alors défendez-vous vous-même. Et si vous ne pouvez pas vous défendre seul, alors trouvez quelqu'un qui vous tendra la main. Une mère, une amie, une sœur. Quelqu'un qui vous dira « Tu vaux plus que ça ». Et je vais te le prouver. La vie n'est pas toujours juste, mais elle finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ceux qui sèment la cruauté récoltent la solitude. Ceux qui sèment l'amour récoltent la paix. Madame Beaumont
et Julien ont semé le mépris, et ils ont récolté le vide. Nous avons semé le courage, et nous avons récolté la liberté. C'est tout simple, au fond. Ce matin, assise dans cette maison qui était autrefois une prison et qui est devenue un foyer, je me sens en paix. Pas parce que j'ai vaincu quelqu'un, mais parce que j'ai choisi l'amour. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi la vérité. Et ces choix-là, on ne les regrette jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.